monde. Voilà, chaque invité ici a sa signature. Alors aujourd'hui, j'allais dire je suis Manon, mais normalement vous me connaissez. Mais je suis en compagnie d'Asara, a.k.a. Asara Tatouille pour les intimes. Hello. C'est le pseudo de son Instagram si jamais les gens veulent aller checker, mais dans tous les cas je vais vous mettre tous les trucs ici histoire que vous puissiez aller l'embêter également. Donc aujourd'hui on est là pour parler de TCA, donc de troubles du comportement alimentaire. Et si vous me suivez sur Insta, vous avez vu que justement j'ai créé un petit ask pour qu'on puisse répondre à vos questions toutes les deux, étant donné que... on le vit au quotidien. Il fait partie plus ou moins de nos quotidiens parce que je pense qu'il faut le dire un peu, on n'est pas peut-être au même niveau dans le trouble alimentaire, pas qu'il y a un niveau qui est mieux que l'autre, mais... Alors moi je suis plus avancée, je suis Alors level moi 3. je suis level 18. Voilà Donc bon courage pour me rejoindre hein. En gros, moi je l'ai traité de manière plus hardcore et plus profonde. Ouais. Et Manon elle est dans le... Je peux dire ça, je pense que t'es dans le début de traiter bien ton truc quoi. Yeah. On va dire que dans le recovery... Parle en anglais, c'est pas grave. Vous le savez très bien, je vous l'ai déjà dit, horrible. allez à l'école. Ça fait connasse. Dans le recovery, Comment on ok. dit déjà le... C'est en français, comment vous le dites? Mais en vrai, comment on le dit? Attends, recovery, c'est... La rémission? Ouais, je crois que c'est rémission. Ouais, mais rémission, c'est quand tu as un cancer. Oui, un peu. La guérison! Recovery, guérison ou rémission. Mais donc comme ça, vous pourrez avoir vraiment deux avis ultra différents, deux expériences aussi très différentes, parce que dans tous les cas, aucun de TCA se ressemble. Même si ton voisin a de la boulimie et toi aussi, vous aurez pas la même boulimie, ce sera pas la même chose. Et précisons aussi, petit disclaimer, nous ne sommes pas médecins. Nous ne sommes pas étudiantes en médecine, nous ne sommes pas diététiciennes, nutritionnistes, on est rien de tout ça. On fréquente toutes ces personnes-là parce qu'on est suivi, mais on n'est pas ces personnes-là. Donc là, on est sur de l'échange. Là, les conseils qu'on va vous donner, c'est par rapport à notre vécu, par rapport aux conseils qu'on a pu avoir de nos psychologues, diététiciens, nutritionnistes ou personnes spécialisées dans les TCA. C'est juste des conseils de ce que nous on a pu vivre, de ce que nous on a pu expérimenter et de ce que les gens ont pu nous dire. Voilà. Comment être sûr d'avoir des TCA et ne pas tomber dans le piège de l'autodiagnostic? Manon, à vous la parole. Non, parce que avec internet, disons-le, l'autodiagnostic, quel que soit votre problème, hein. Là surtout actuellement le Covid aussi, je sais que c'est un problème de pas mal de personnes. Oh là là, j'ai un rhume, est-ce que tu penses que j'ai le Covid? Et là le souci c'est que oh là là, quand je mange j'ai mal au ventre, peut-être que je mange trop, donc est-ce que par hasard j'aurais pas un TCA? Donc je pense que le truc c'est d'aller voir un spécialiste. En fait moi c'est peut-être horrible à dire hein, mais au moment où genre mon TCA a été diagnostiqué et tout, c'était il y a genre c'était en 2015-2016, c'était un peu le moment où t'avais plusieurs nanas influenceuses qui sortaient avec leur TCA. Ouais. Genre il y avait Enjoy Phoenix, elle en avait parlé, et t'avais aussi Demi Lovato qui en parlait depuis un certain temps. Ouais. Ouais. Et je me souviens que vers 2016, t'avais une vague de personnes qui disaient, enfin une personne publique, hein, on s'entend, qui disait avoir un TCA parce que c'était le moment où les paroles se déliaient. Donc en fait, dans le mélange, il y avait, enfin moi je l'ai ressenti comme ça, autant je me trompe totalement, mais dans le mélange, il y avait un mix de personnes qui avaient vraiment un TCA, où c'était diagnostiqué et qui pouvaient vraiment l'expliquer, et personnes qui étaient, comme la question disait, trop gourmandes et qui comprenaient pas encore et qui s'auto-diagnostiquaient et qui ouvraient leur bouche sur les réseaux en disant bonjour, j'ai un TCA, et qui après en fait n'en avait pas, et je trouve que c'était hyper problématique. Mais pour répondre à la question, parce que je n'y ai pas du tout répondu, c'est d'aller voir un spécialiste. En fait, à partir du moment où tu te rends compte que la manière dont tu manges te fait souffrir, je pense que tu peux aller voir un spécialiste, c'est peut-être le temps. Pour moi, au moins j'ai quand même bien compris qu'il y avait un problème, c'est quand je me sentais un peu contrôlée par quelque chose d'autre. Dans les troubles alimentaires, il y a une sorte de sortie d'esprit, enfin ton esprit il sort de ton corps et il y a juste ton corps qui bouffe, qui fait autre chose, hein. Là je dis juste un exemple, et toi t'es ailleurs. Et après tu reviens et tu souffres et t'es mal et tu t'auto-flagelles parce que t'as trop mangé ou parce que t'as fait trop mal, etc. Si tu vois vraiment que tu souffres quand tu manges, que manger c'est dur, que de voir un plat de pâtes ça fait mal, que de tout ça, bah là c'est peut-être temps de voir un médecin. Et de voir... D'abord voir avec ton médecin, tu vois, tranquille, tu dis écoutez je crois qu'il y a un petit problème, il y a quelque chose qui va pas. Après tu vas voir ton médecin qui pourra te conseiller de voir un psychologue, parce qu'il faut bien préciser que un trouble alimentaire, comme avait dit ma psychiatre, c'est l'arbre qui cache la forêt. T'as jamais un trouble alimentaire tout seul pour rien, souvent c'est agrémenté d'une dépression, de plein de choses. Et c'est l'arbre qui cache la forêt, donc t'auras toujours besoin d'un psychologue de base, ça se soigne comme ça, c'est une maladie mentale, ça se soigne avec un psychologue, psychiatre, et après tu peux suivre avec d'autres personnes spécialistes de ça, comme moi j'ai une diététicienne qui est spécialisée en troubles alimentaires. What she said.
Totalement d'accord, hein. Si j'ajoute pas, c'est que j'étais totalement d'accord, hein, je tiens à préciser. Je ne sais pas comment arrêter d'avoir mes crises de boulimie, sachant qu'après j'en pleure, parce que ça me dégoûte la situation dans laquelle je me suis mise. J'allais dire c'est normal, mais c'est pas normal la situation dans laquelle elle s'est mise, hein. Mais tout le processus est normal étant donné qu'elle est dans de la boulimie, et c'est pareil souvent chez les hyperphagiques, les anorexiques, vous connaissez tout ça. La culpabilité, la douleur et la haine, on vous disait juste avant en fait. On sent qu'il y a un problème. Le souci, c'est qu'arrêter d'avoir les crises, on revient sur ce que Sarah, et ça je pense un truc qu'on va vous dire peut-être 40 fois au cours de la vidéo, il faut être suivi. Parce que, encore une fois, c'est pas un rhume dont tu guéris et ça y est, t'es sorti, c'est fini. C'est une maladie insidieuse. Voilà. Encore et encore. Les troubles alimentaires, c'est des maladies insidieuses que tu peux avoir toute ta vie et qui peuvent revenir et qu'il faut ça. Et le jour où tu les soignes, faut être ok dans le sens où ça risque de revenir, mais t'auras peut-être plus les armes de l'affronter. Je vais encore dire un truc de ma psychiatre, je l'aime. Typiquement, je me rappelle la première fois que j'ai pris mon rendez-vous suite à ma grosse dépression et le diagnostic des troubles alimentaires et tout. Donc j'arrive, je lui dis bah voilà, j'ai un trouble alimentaire, voilà, je voudrais que ça s'arrête et tout. Et elle m'a dit un truc, sur moi j'ai cru que j'allais la frapper. Sur moi j'étais en mode genre I want to fight, stop it right now. Elle m'a dit ok c'est pas le problème. Moi j'étais genre c'est pas le problème de qui? Et là elle m'a dit non mais c'est pas ça le problème, c'est là que cache la forêt. Gardez vos crises, on va gérer le reste d'abord. Moi j'étais en mode genre moi je suis pas prête à gérer le reste. Et en fait quand tu vas aller chez le médecin il va te dire bah ok t'as des crises là, c'est pas le premier truc sur lequel on va travailler. Pourquoi t'as tes crises? Ouais. Et là tu verras, et là typiquement bah, tu te sens trop mal etc. D'avoir un médecin, tu vas pas forcément travailler ça là-dessus d'abord, mais tu vas travailler sur pourquoi t'as ces crises là. Et après elles partiront de plus en plus facilement une fois que tu auras compris pourquoi t'es malade et pourquoi t'as ça en fait. Parce que ça dans tous les cas les gars, à partir du moment où vous avez mis le doigt dessus, déjà c'est cool, parce que t'as plein de gens qui vivent hyper longtemps avec leur TCA sans savoir que c'est ça. Bon déjà première phase c'est cool, la deuxième d'avoir le courage d'aller consulter c'est hyper important et c'est génial si vous pouvez le faire. Juste info quand vous consultez, parce que ça je sais, c'est un truc hyper important à dire, c'est pas le premier psychologue, psychiatre ou qui vous voulez qui sera le bon. Hein. Très important. C'est comme votre contraception en fait. C'est pas la première qui sera la meilleure, il faut trouver celle qui est bonne pour soi. Et c'est pas parce que le premier psychologue il peut être nul à chier que tous seront nuls. Il faut chercher le bon pour soi et ça c'est... En plus ça m'est arrivé moi au premier, hein, parce que le premier tu sais justement il voulait traiter directement les crises en mode ok bah au moment où vous avez les crises faut que vous occupiez l'esprit, n'hésitez pas à aller marcher assis à ça, mais gros la crise en fait c'est quoi sa racine, c'est quoi sa cause, genre le truc vient d'où? Le mec c'est même pas il l'a effleuré, il en a même pas parlé et donc là j'ai su que ça servait à rien, c'est des pavés dans la mare parce que t'auras beau essayer de gérer la montée de la crise, si tu sais pas toi pourquoi elle est là déjà à la base. Alors, comment avez-vous réussi à les surmonter? I left the chat. Non mais là on revient sur l'histoire du rhume qui passe en 3-4 jours. C'est pas ça. Là, nos réponses elles vont être archi différentes. Bien sûr. Comment as-tu réussi à surmonter les troubles alimentaires? En plein dedans les gars. Ça fait à peine plus d'1 an que je suis vraiment au courant. Donc déjà t'as toute la phase d'acceptation qui dure longtemps. Parce que l'air de rien, tu sais, tu vois ça de l'extérieur, tu vois les gens à la télé, dans les séries, tu vois tous les réseaux, les gens en parlent, mais toi t'es pas dedans parce que toi t'es pas comme ça, tu vois. Et sauf que déjà il y a ça, le premier mur. Et à mon avis ça doit être comme pour plein de maladies, tu vois. Le premier mur c'est l'acceptation. Et bah en plein dedans, suivi, j'ai ma thérapeute, mais c'est difficile. C'est hyper difficile. Là-dessus je vais jamais mentir, hein, je vous le dis franco, c'est hyper difficile. J'ai les crises, suivies par les crises de pleurs, suivies par tous les trucs comme ça. Le jour où ça ira beaucoup mieux, vous le saurez. Non, par contre, c'est carrément ça en fait. C'est une maladie, c'est dur. Quand tu disais la phase de l'acceptation, j'ai l'impression que sur les TCA, c'est plus qu'accepter la maladie. C'est accepter que ça fait tant d'années que tu te fais du mal. C'est accepter que autour de toi, on est dans une société qui valorise les troubles alimentaires, qu'on se le dise. Hein. On en parlait tout à l'heure justement où typiquement ça va valoriser le fait qu'on a beaucoup entendu nos mamans dire oh là là, je suis pas belle, oh là là, je suis grosse. Faut que je perde du poids pour entrer dans telle robe pour tel événement. Ah putain, cette phrase. Prends une robe plus grande. Je le dirai jamais assez. Le problème c'est le jean, c'est pas toi. Si un jean est trop petit, tu en achètes un plus grand. Waouh. Mind blowing, genre incroyable. Ça c'est ces phrases là. Oui. Bref. Toutes les personnes c'est pour leur mariage. Pourquoi vous faites des régimes pour vos mariages si vous êtes comme ça le reste de l'année? Surtout qu'après 100%, et ça c'est un fait, hein, c'est ma diététicienne qui m'a expliqué tout, 100% des régimes amènent à un trouble alimentaire. Oui. Oui.
100%. Restriction, et bim, il faut tout reprendre, il faut tout reprendre. Quand on fait un régime, c'est restriction. Et tu restriction, et tu reprends. Et après tu dis, oh, mais c'est horrible, je suis devenue énorme, je suis moche, je me déteste, blabla. Restriction. Et ça, on est dans une industrie où si vous regardez une année, typiquement, ça va faire en commençant en janvier. Ouais. Janvier, c'est quoi? C'est le moment où il faut faire une détox. Attends, t'as vu comment t'as mangé à Noël? Oh, faut faire une détox à Noël. Attends, c'est pas bien là. Mais après, c'est quoi? C'est la galette des rois. Il faut manger la galette des rois. Et ensuite, c'est quoi? C'est les crêpes. C'est le moment de manger les crêpes. Il faut les manger les crêpes. Et après, c'est Pâques. Et c'est la Saint-Valentin. Bon, en France, on est c'est vrai qu'on est pas. Ouais, après, c'est Pâques. Ouais. Pâques, il faut manger. Il faut. Et ensuite, attention, c'est l'été qui arrive. Faut tout perdre. Il faut rentrer dans ce putain de bikini. Donc là, il faut faire régime. Et tu vois, à la télé, comme j'aime, les magazines, les magazines, exactement. Les magazines, régime, les influenceurs. Ouais. Oui, mais là, mec, c'est bientôt. Et donc avec SoShape, vous pouvez là. Ah ouais, tu dis carrément la marque rien à foutre. Ah ouais, on dit les marques rien à foutre. J'ai refusé des partenariats 2 fois avec eux, ils seront comme ça. Vraie, hein. Mais donc après, t'as l'été où faut perdre tout le poids, et puis après c'est Noël, et Noël, il faut manger. Et tu recommences le cycle. Et en plus, ce qui est fou, c'est qu'à Noël, genre, c'est vraiment, il faut c'est genre goinfre-toi. Le truc, t'es du 24 au 31. Il faut que t'aies mangé le poids de toute ton année. Le nouvel an, les gars, il est important aussi pour manger, vous oubliez pas. Mais sur une semaine chrono, il faut que tu bouffes comme 6 mois. C'est ça. Le truc n'est pas normal. Mais ça, les gens, ils se rendent pas compte que l'environnement... Parce que vous avez l'impression peut-être que les réseaux sociaux, mais c'est pas que ça. Hein. Avant les réseaux sociaux, oubliez pas que justement, il y a les magazines. Et justement, vous savez que j'ai taffé dans la presse féminine. On s'était posé avec ma boss justement chez Gradia parce qu'elle elle était certes dans la presse féminine à ce moment-là, vu qu'elle y est plus là, mais elle voyait ça d'un œil extérieur vu que c'est pas vraiment son univers de prédilection. C'est une femme qui est vraiment du sport et du high-tech et tout ça. Et donc ce qui fait que elle avait vu tout ce truc-là. Tout cet enchaînement à l'année, et on en avait ri en fait avec 2-3 collègues qui elles aussi sont loin de tout ça. Et tu te dis, t'as vraiment les phases, bouffer les gars, bouffer. Non là faut tout perdre, faut vraiment tout perdre, absolument là pendant ces quelques mois, sinon tu sers à rien. Mais là tu rebouffes aussi, et en fait tous les ans c'est pareil. Dans la presse, ceux qui soit sont étudiants ou journalistes, je sais pas quoi, savent qu'on appelle ça les marronniers. Et c'est horrible parce que c'est putain de marronniers, ils reviennent tous les ans de toute votre vie, et ça mais depuis tout le temps en fait. Et quand vous vous rendrez compte que ça c'est la pire chose pour vous, déjà, sacrée grosse épine sortie du pied quand vous saurez que ça là, ça vous oblige, ça vous fait rentrer dans un moule que vous vouliez ou non, que vous soyez là en mode non mais moi je réponds pas au code de la société, gros t'y réponds dans tous les cas. Un truc en mode mais si ça vous plaît pas, ça va pas d'écouter. Voilà. Si c'est martelé dans ta tête depuis que t'as 4 ans, je te jure, genre différent quoi. Voilà. Et puis même typiquement, genre même avec les réseaux sociaux, c'est ton travail, tu vois, mais genre n'ayez pas peur d'unfollow des comptes. Hein. Ouais. Genre même si vous aimez les personnes, si quand vous regardez vous vous sentez toute merdique après, c'est pas la peine de suivre Émilie Ratajkowski en fait. Hein. Non mais. J'étais en train de penser à elle. Le seul moment c'est actuellement où je l'aime bien parce qu'elle a son gros ventre de femme enceinte. Non mais alors comment se soigner en allant voir un psychologue et un diététicien spécialisé dans les troubles alimentaires qui ne vous fera pas faire un régime. Moi ça m'est arrivé ça. De tomber sur un diététicien qui m'a fait faire un régime. Putain. Mais genre le régime le plus... Mais hyper... Tu feras le régime du camp. Non mais c'était un truc du genre. Hein. Oh, je suis arrivée, j'aurais dit écoutez, là je sors d'une hospitalisation. Et donc j'ai un trouble alimentaire, j'ai ça. Est-ce que vous savez gérer? Oui, y a pas de problème et tout. Je dis mais c'est quoi il me demande c'est quoi votre trouble alimentaire? Je suis hyperphagique. Il fait mais vous mangez des cailloux? Ah non. Il fait vous êtes pas hyperphagique. Je suis genre ah. Il fait ça c'est pas de l'hyperphagie, en fait j'étais hospitalisée donc ça a été diagnostiqué. Donc, Et il m'a fait faire un régime, genre j'avais le droit de manger des biscottes ou des conneries comme ça. J'ai fait un jour. Après genre le mec après j'ai failli presque pas le payer. Hein. Souvenez-vous de ce que Sarah a dit tout à l'heure. N'hésitez pas à changer. Oh, oui. Et n'hésitez pas à retourner voir des personnes. Je sais que c'est pas tous les diététiciens, nutritionnistes et psy qui sont remboursés, je sais. Mais n'allez pas au cinéma pendant une petite période. Évitez d'acheter le nouvel iPhone, de craquer sur Azos, parce que je sais qu'il y aura un poste de dépense dont vous pouvez vous passer pour mettre ça pour votre santé qui elle est primordiale. Hein. Après faut être d'accord là-dessus que voilà. C'est aussi une situation privilégiée de pouvoir faire tout ça. Exactement. Ouais, fouillez les options parce qu'il y en a plusieurs qui sont déjà venus me voir en DM et vous me dites soit vous êtes des lycéens, vos parents vous prennent pas au sérieux par rapport à ça. Pour les lycéens, il y a plein d'assos. Surtout dans le Crous, a une association Aptitude. Je sais pas si ça existe encore. Moi j'étais justement avec ça s'appelle Aptitude et c'est une association de psychologues et si vous êtes au Crous, vous avez le droit à des séances gratuites. Et moi genre j'avais 2 séances par semaine quoi au début. Ah c'est super ça quand même. Ouais, elle était vraiment trop top.
Et j'avais 2 séances par semaine de psycho, avec une psychologue, et donc c'était vraiment top. Donc quand on est étudiant, il y a des options. Il y a des options, les psychiatres sont remboursés si vous trouvez un psychiatre conventionné. Et après, bon bah la diététicienne, en tout cas moi, c'était vraiment pour aller jusqu'au bout, au bout, et parce que j'avais la possibilité de le faire. Mais souvent, il y a plein de psychologues qui peuvent vraiment vous aider là-dessus et qui sont un peu formés là-dessus. Donc trouvez votre truc, et comme je vous ai dit, c'est l'arbre qui cache la forêt. Une fois que vous aurez bien élagué la forêt, l'arbre il tombera tout seul. Ouais. Comment en parler avec ceux qui en ont jamais vécu? J'ai l'impression qu'ils ne pourront jamais comprendre. Ils ne pourront jamais comprendre. Voilà Juliette. C'est QFD. Non mais oui, comprenez, demain t'as ton pote qui malheureusement ça fait 5 ans qu'il se traîne un sale cancer. Ok, il va t'en parler tous les jours. D'accord? Est-ce que tu vas le comprendre pour autant? Pas du tout. Parce que tu le vis pas. Ton pote noir vit du racisme depuis sa naissance. Toi tu es blanc, il va t'expliquer ça tous les jours. Est-ce que tu vas le comprendre? Non. Parce que tu le vis pas. Parce que tu le vis pas, tu peux avoir de la compassion mais tu vas pas le comprendre. Tu peux être la bonne oreille pour écouter, tu peux tenter de vouloir l'aider, tu peux tout, mais la personne ne sera jamais dans tes bottes. Donc c'est simple. Puis je pense que dans ce genre de situation là, faut essayer de... Ce que tu vis c'est dur et tout. Et moi j'ai été dans ce problème là aussi, où j'ai envie que les gens autour ils comprennent pourquoi je vais mal, mais en fait faut arrêter de chercher à ce que tout le monde comprenne ce que tu vis. Comment on peut s'y prendre pour en parler à nos familles et aux proches? Tu déboules en pleurant dans la pièce, tu cries sur tout le monde. Je sais que typiquement, moi on me croit toujours pas. C'est pas... Non mais voilà, le problème c'est que c'est pareil. C'est pareil. Voilà. En gros, genre, ma mère elle a totalement occulté le truc. C'est dans ta tête. Non mais ça existe pas. C'est dans ta tête. Et mon père il est genre... Comme c'est tellement une maladie qui est hyper personnelle et que c'est caché, les gens ne le voient pas. Bah mon père pour lui genre j'ai une maladie mais c'est une maladie de métabolisme. C'est pour ça que j'arrive pas à maigrir. En fait ton métabolisme est handicapé à ça. Non mais mon père pour lui j'ai vraiment une pathologie mais qui est pas le trouble alimentaire. Mais genre il est hyper inquiet pour moi. Mais parce que je au moins il est inquiet. Non mais en fait c'est ça, c'est genre il arrive pas à te comprendre comme il dit, elle essaye mais ça se passe pas, donc il y a un truc mais c'est pas ce qu'elle dit par contre. Non mais même avec la psychiatre on a eu un rendez-vous une fois et puis il comprenait pas. Et il se dit non mais c'est pas possible, elle est malade, il y a un truc qui va pas non plus, il y a un truc qui fonctionne pas dans ton corps, il faut vraiment que tu fasses plus de tests. Bah en fait les parents c'est un peu compliqué. En fait honnêtement les parents ils font ce qu'ils peuvent dans beaucoup de situations avec les clés qu'ils ont. Et je pense que en parler avec tes parents tu peux, mais ça doit être très compliqué à un parent d'accepter ce qui s'est passé parce que c'est ton enfant et ils vont forcément se dire c'est ma faute, qu'est-ce que j'ai fait, est-ce que je leur ai trop privé, est-ce que j'ai fait ci, est-ce que j'ai trop donné. Tu peux toujours en demander à ton psychologue, conseiller, qui tu veux, qu'est-ce que je peux faire. Peut-être qu'il pourrait même arranger un rendez-vous à 2. Je sais pas, j'avais commencé à envoyer des articles à mon père sur Facebook. Ouais regarde, peut-être le terrain. Ah tiens, c'est intéressant tous ces troubles. Ouais mais tu sais, en plus il y a tout ce truc que les parents ils se disent non ça touchera jamais mon enfant ça. Donc je pense qu'il y a aussi ce déni. C'est ça quoi. Mon papa genre c'était du déni et parce que mon papa il est vraiment vraiment une autre époque. Et donc pour lui son papa il a 255 ans. Et donc du coup pour lui il était un peu genre bah, c'est quoi ces trucs de troubles alimentaires là, t'es gourmande quoi. T'as un bon coup de fourchette hein. Ouais c'est ça en fait. Mais genre ma mère bon bah elle a complètement occulté. Ça existe pas. Le tapis, le problème on le balaye dessus. Je te jure. Non mais en vrai c'est pour ça je pense le mieux c'est d'en parler si vous êtes en couple avec la personne avec qui vous êtes en couple, vos frères et sœurs s'ils ont vos âges et vos potes aussi. Parce que je pense que c'est les personnes qui vont être le plus à même vu que déjà on est dans les générations où on est beaucoup plus franc et honnête vis-à-vis de ces questions-là. Non, les parents c'est la paire de manches. Moi ma mère elle a fait pareil hein. Ma mère elle m'a dit non t'as trouvé une excuse parce que t'arrives pas à perdre de poids. J'étais là en mode... En fait j'ai même pas essayé de me battre plus loin. Genre je lui ai dit que j'étais suivie, que donc j'avais un TCA et tout. J'étais là j'avais les larmes aux yeux et tout. Et elle me dit ça, j'ai là je fais... Ouais ok t'as sûrement raison et je suis allée me coucher gros. T'es là t'es... Ouais ok. En vrai ça vient d'une envie de pouvoir en parler à ses proches. Ça vient d'une envie toute simple d'avoir du soutien. Mais typiquement du soutien vous pouvez... Enfin si eux ils comprennent pas c'est pas grave. Oui. Et vous avez plein de groupes de soutien, des groupes de parole et plein, il y en a plein dans Paris. Et si vous avez besoin du soutien vous pouvez voir avec des gens qui comprennent parce qu'ils le vivent et qui pourront vous donner du soutien. Et puis après même avec
avec les proches et tout. Moi je sais un truc qui a vachement marché avec mon copain parce que bon parfois il comprenait pas, même avec Abba quand je lui avais expliqué, c'est que quand moi je lui avais expliqué il avait plus compris que quand c'était toi qui avait pas quand toi t'avais expliqué. Moi je criais beaucoup et je pleurais donc quand même. Parce que forcément quand tu l'expliques, t'expliques avec vachement d'émotion. Genre mon père il me parle de poids, je chiale. Que si Manon elle lui parlait à lui de poids, il prendrait un peu plus l'information parce que forcément c'est pas dit d'une manière émotive. Quand vous pouvez envoyer des vidéos de Nana qui en parle sur YouTube, vous pouvez envoyer des articles, vous pouvez envoyer plein de trucs comme ça pour qu'ils comprennent un petit peu mieux ce que c'est, et d'une autre personne, une personne tierce. Ouais. Ça marche bien. Comment vous avez fait pour identifier vos triggers? Donc pas vos pistolets comme nous on s'amuse à dire, mais vos déclencheurs. Donc bah moi je vous en ai parlé si vous étiez là déjà. J'avais donc tout capté quand je regardais la série Insatiable et où Patty Bladel, elle, c'était après une cette série. Oui, mais moi j'ai regardé du début à la fin, ok? Moi j'ai la saison 1, la saison 2, j'étais en mode genre... Vas-y là, c'était grave cool, c'était nul en fait, c'est cheesy, naze, cool. Vous savez ce genre de série, un peu comme Emily in Paris. Cheesy, naze, mais très cool, et tu regardes du début à la fin, c'est pas normal. Et donc pendant la saison 2, elle a eu une déconvenue amoureuse ou je sais pas quoi, ou une embrouille avec sa mère, je sais plus, et elle est rentrée, et elle a défoncé toute sa cuisine. Et donc là, j'étais devant le truc, je me suis mise à pleurer, parce que je me suis rendu compte que genre en plus quelques heures avant j'ai fait la même chose, et que genre quelques jours avant j'ai fait la même chose, et qu'en fait tout le temps je faisais la même chose, c'était tout le temps le même truc, et c'était là que j'étais là en mode ah mais en fait dès que ça va mal, dès qu'il y a un truc qui va pas, c'est là-bas que je vais, genre c'est dans ce truc là, et j'étais là en mode je vais répéter 55 fois mais suivi par un médecin, suivi par un médecin, des carnets comme justement je disais tout à l'heure que quand j'avais vu ma psychiatre et tout et ma psychologue qui me disait bah on va pas gérer ça tout de suite, on va gérer le reste. Bah je continuais à avoir des crises forcément. Et bah c'était genre de noter ce qui se passait. Qu'est-ce qui s'était passé? Parce qu'en fait genre qu'est-ce qui s'est passé avant la crise. Et comme ça tu le notes. Et en fait au fur et à mesure, bah même si tes crises elles sont pas encore gérées, bah tu commences un peu à comprendre quand est-ce qu'elles arrivent. Genre typiquement moi c'était bah on va dire quand je me sentais quand je me sens seule, abandonnée, un truc comme ça. Bah je vais manger, mais qu'est-ce qui a fait que je me sentais seule? Bah un pote à moi m'a foutu un lapin et a annulé à la dernière minute. Bah ça pouvait vraiment me faire sentir vraiment mal quoi. Et bah je le note, bon même enfin j'ai ma crise, et une fois que j'ai fini la crise, comme dit tout à l'heure, petit moment de pause, méditation, on arrête de se dire qu'on est de la merde et on dit qu'est-ce qui s'est passé. Comme ça les prochaines fois que t'as la crise, là tu pourras stopper ta crise de boulimie parce que t'auras un peu plus les clés pour dire bon bah stop, qu'est-ce qui s'est passé, il s'est passé ça, quand il se passe ça, ça m'amène à ça, et voilà, qu'est-ce qui s'est passé. Qu'est-ce qu'il y a eu dans ma journée? Parce que juste tu refais ce qui s'est passé dans ta journée. En vrai ça peut être tout n'importe quoi parce que les gens pensent tout le temps que c'est les mêmes trucs pour tout le monde, mais pas du tout. Ouais, c'est pas du tout les mêmes trucs. Moi ça peut être j'ai eu une sale note alors que c'est genre ça pouvait être un truc genre je m'attendais à avoir une super bonne note, je me suis donnée à fond, je me suis sentie trop mal, je me suis sentie genre dévaluée, genre une grosse merde, et vu que je suis une grosse merde, je vais continuer à être une grosse merde à mes yeux, je vais manger et je vais encore plus m'insulter de grosse merde, et tu sais il y a tout ce truc, c'est jamais la même chose pour personne. Donc ce truc là des carnets, surtout comme par exemple là tu parles de la note mais ça part de quelque chose d'autre, genre j'ai pas envie de décevoir, exactement, je suis absolument parfaite, voilà, etc. C'est parfois des gros trucs mais qui se reliés à ma maman. Bref, des tips de nourriture à manger pour calmer les crises et limiter la culpabilité. Alors déjà ta phrase est culpabilisante. Voilà. À partir du moment où t'es encore dans les tips pour arrêter de manger, mais t'es encore dedans. T'es encore dedans. De toute façon t'es toujours dedans, mais t'es trop. Enfin, je sais pas comment dire, mais en gros faut pas chercher à arrêter les crises. Parce que justement si tu cherches à les arrêter, t'es encore dans une période de restriction et ça t'en fera faire une autre après en fait. Donc y a pas de genre si je mange 2-3 pommes, et ben mon ventre il sera plein et du coup mon signal de satiété ça sera arrêté et j'aurai plus faim. Non, en général en crise ton corps il voulait pas ça. Tu peux manger 50 pommes, 1 kg de prunes, moi c'était mon grand truc ça. 1 kg de prunes. C'était mon truc. Bah j'avais encore faim après, hein. Bah oui. Non, c'est 1 kg. Typiquement, ce que je me disais c'est des fruits, ça va. Quand même une crise. Voilà, donc on va se calmer tout de suite. Et ça, pendant un live Insta, il y a une d'entre vous qui me disait que elle, bah très souvent quand elle a une crise, ce qu'elle fait, c'est qu'elle se fait genre un gros bol de porridge, elle boit un thé et tout, et comme ça, bah elle a le ventre plein et c'est bon, ça passe. Que ça passe pas parce que tu le fais plusieurs fois. Exactement. Déjà. Si tu le fais tous les jours, c'est que ça passe pas. Hein. Puis si t'as encore tes crises qui continuent à venir, c'est que t'as pas géré le problème. Tout ce que t'as géré en fait, c'est de pas manger de gras au moment de tes crises. C'est tout ce qui se passe. Et c'est pas du tout ça le problème. Le problème, c'est pas en soi-même la prise de poids après les crises ou la perte de poids après d'autres crises, indépendamment de votre TCA. Le problème, c'est la crise. La raison de la crise, tout ce mécanisme-là, c'est ça le vrai souci. Donc quand elle m'a dit ça, je lui ai dit, bah, je suis contente pour toi parce que ça veut dire que tu prendras pas de poids, mais ça change rien.
Enfin... En fait, faut déjà arrêter d'avoir peur de prendre du poids parce que t'es malade. Faut vraiment le reconnaître, genre t'es malade. Donc quelqu'un qui est malade, tu vas pas lui dire attention, tu vas prendre du poids. Tu vas dire bah non, prendre du poids pour prendre du poil de la bête. Ton corps il sait ce qu'il fait. Alors, prochaine question. Vos proches vous ont-ils fait des commentaires sur votre perte? Enfin, pas perte pour nous, hein. Si, hein. Ah, ouais. Perte et prise, hein. Voilà. Et gain de poids. Et quelle a été votre réaction? Fuck them all. Voilà. Ça, c'est la meilleure réaction qu'on puisse y avoir parce que normalement, les gens n'ont pas à vous faire de remarques et s'ils le font, ils peuvent se les mettre où non, vous pensez. tu sais ce que ma psychiatre... Elle rigole déjà. C'est la combienième fois que je dis son nom. Ma psychiatre, elle a dit un truc la dernière fois. Bah justement, j'avais un rendez-vous avec mon père et elle a dit à ce moment-là, elle a dit sauf votre respect et tout, mais quand votre père il vous fait une réflexion comme ça, vous lui dites j'ai trop bien été élevée pour dire ce que je pense. Oh, ça pique. Et celle-là. Et là, tu sais, il va fulminer comme ça. Et en soi, c'est une blague. Bah oui. Elle m'a dit vous dites ça en rigolant parce que on peut jamais vous en vouloir de rigoler. Voilà, bah c'est ça que vous devez faire. Ça c'est la bonne réaction, c'est de dire j'ai trop bien été élevée pour dire ce que je pense et on va le répéter encore. On n'applaudit pas quelqu'un qui a parlé du poids, on n'applaudit pas quelqu'un qui a pris du poids. Exactement. Parce qu'on sait pas pourquoi. Voilà. Alors des astuces pour atténuer la dysmorphie. Je sais pas si c'est une astuce que ma médecine elle est pas archi pour non plus, mais alors les moments où je suis vraiment en crise au max, ma technique c'est je suis certains comptes sur Instagram de filles curvy et tout, et moi j'arrive pas du tout à voir comment je suis. Et donc ma technique c'est genre vraiment de prendre une photo, montrer à Romain et dire honnêtement je suis où. Romain c'est mon copain. Et de dire honnêtement je suis où. Putain faut que j'essaie de faire ça. Et ça c'est ma technique t'entends parce que moi je suis genre moi je suis mince comme ça là. Ah d'accord. Mais après parfois il y a des jours il me dit non t'es comme ça, je suis genre comme ça je suis comme ça là. Ça veut dire que je suis grosse. Non mais alors non plutôt pas. Gros bout. Si c'est la seuil mais ça va être non mais alors non la dysmorphie enfin des astuces moi j'en ai à part celle-là qui est pas non plus une énorme bonne astuce honnêtement. Ouais mais quand même je trouve qu'elle est plutôt pas mal parce que t'ouvres les yeux. Parfois ça peut c'est un peu comme tu te rappelles genre l'émission Belle toute nue. Oui. Ils mettaient des filles qui avaient tous le même poids et les genoux où est-ce que tu te mettais. Ouais et la plupart du temps les meufs dans les plus gros alors qu'elles étaient genre c'est loin de ce qu'elles imaginaient en fait surtout. Putain faut que j'essaie de faire ça. Oh je vais essayer ce soir. Faut pas non plus que tu te mettes mal après parce que si t'es plus comme ça, faut pas que tu sois en mode genre oh lolo. Non et parce que moi quand tu m'écoutes de toute manière t'as l'impression que tu parles à un éléphant toi quoi. Pareil. Donc et sauf les jours plus, et ça vous le voyez dans mes stories, genre les jours plus je vais être trop contente, je vais mettre une petite story en mode oh là là ce matin genre j'étais trop bien au réveil et tout et tout. Mais justement ça faut pas que tu le fasses, que t'es en train d'invalider le corps que t'as le reste du temps. Ouais. Oui Sarah je l'attaque tout le temps maintenant. Hein, il faut et alors... juste que vous sachiez. Ça ce soir. Demandez à des gens de vous regarder. Et putain aussi on n'a pas testé la dysmorphie. Ah ouais. La dysmorphie c'est quand tu te vois pas pour ce que t'es. Enfin typiquement en gros c'est comme disait Manon, genre Manon, la myopie mais que sur ton corps. Elle va se voir comme 10 fois plus grosse, mais genre c'est une vision qui est vraiment, enfin c'est même pas qu'elle s'imagine, c'est qu'elle se voit vraiment comme ça. Moi c'est pareil. Typiquement les anorexiques, c'est plus simple de voir en soi. Oui. Elles vont se voir très très grosses dans un miroir et pas si elles sont très très malades, elles vont pas se voir squelettiques comme elles peuvent l'être. Mais elles vont se voir très très grosses, c'est pour ça qu'elles vont continuer à dans leur cycle. Pour ceux qui comprennent pas pourquoi justement un anorexique peut en arriver jusque là. Et puis continuer à dire qu'il est gros, alors que tu es là en mode mais non, il n'est pas grosse du tout. Enfin, tu rentres dans du triple XS, mais sauf que pour lui ça n'existe pas ça. Est-ce que donc les TCA c'est guérissable uniquement grâce à des psys et non par des médicaments? Les deux. Un trouble alimentaire c'est souvent lié à une dépression et une dépression ça se soigne aussi par médicaments et c'est pas grave de prendre des médicaments. Et une fois que vous avez trouvé la molécule qui vous va, bah, c'est la bonne béquille le temps de soigner tout ça et puis quand vous sentirez que vous pourrez, ça va un peu mieux, vous avez trouvé votre groove et bah vous allez en baisser jusqu'à plus en avoir du tout. Et n'hésitez surtout pas, hein. C'est pas une honte, genre on n'est plus dans les années 50 où dire à quelqu'un je vois un psy, tu le chuchotes. Moi depuis tout à l'heure je suis psychiatre, hospitalisation, médicaments. Genre m'en fous. Autour de moi j'ai plus de personnes qui consultent que de personnes qui ne consultent pas. Et c'est bien, genre assumer d'avoir besoin d'aide. Vous pensez quoi des glow-up avec weight loss, donc perte de poids? Du bullshit. Je pense qu'il faut arrêter de glorifier un certain type de corps face à un autre en disant que ce type de corps est en bonne santé. Genre moi je suis pas comme ça,
Et ça veut pas dire que je suis pas en bonne santé parce que justement bah, tous mes indicateurs sont au max, je suis enfin au max dans le sens bon hein. Oui. Mais je suis en très bonne santé, tout se passe très bien mais je suis pas filiforme. Et c'est pas grave si j'étais filiforme, si mon corps est en bonne santé. Typiquement on va avoir une Ashley Graham qui est quand même une mannequin, je sais pas, enfin elle est curvy quoi, enfin plus size. Mais elle peut être en meilleure santé que je sais pas une Gigi Hadid ou Bella ou quelqu'un d'autre quoi. Elle fait du 44-46. Je sais même pas ce que ça signifie. Bah en fait ça signifie rien. Donc quand les gens pensent que ah non 36-38 c'est ça en fait qu'est la taille normale si vous voulez définir des normes. C'est 42 chez les Françaises si vous voulez juste vous reposer. Typiquement si vous voulez regarder, il y avait un article qui avait été fait ou je sais plus c'était un documentaire en tout cas, Laetitia elle m'en avait parlé, que les magasins ils vendent plus les tailles les plus petites qui sont moins... En fait en gros, la société on va dire qu'on est à 90% à faire un M, un ML et le reste de pourcentage c'est du SXS. Les marques elles vont faire plus de SXS pour que les gens se disent il faut faire du SXS, c'est ça qui est beau, que vendre des grandes tailles. Alors que c'est la majorité de la société, donc du coup tout le temps que tu fais le shopping t'es en train de te flageller parce que je rentre pas dans mon jean. Je peux vous dire pour avoir travaillé dans le retail vêtements, en rayon on met beaucoup plus de XS et de S que tout le reste. Donc voilà. C'est ça, je m'en souviens très bien sur tous les racks où t'arrives où on te met 4XS, 4S, 3M, 2L, 1XL. Comme ça tu comprends doucement mais sûrement que t'es le problème en fait dès que t'es au-dessus du S. Alors que c'est toi la majorité. Exactement. C'est complètement... eux le problème. Et cette histoire du corps en santé, tu vois ce que t'as dit, c'est hyper important parce que t'as des gens qui arrivent pas à comprendre que quelqu'un qui peut avoir ce qu'on appelle de l'embonpoint et tout ça, c'est une personne qui peut être plus en forme qu'une personne qui est mince. Mince ne veut pas dire en forme et en bonne santé. Et puis même, comme je disais, il faut arrêter de glorifier les corps. Il faut arrêter de chercher de la validation pour ce nouveau corps. Enfin genre, ton corps d'avant comme ton corps de maintenant, il est bien. Genre la dernière fois, il y avait la nana Alexandra là, sans vous spoiler, qui a gagné Koh-Lanta. Alexandra, elle avait fait un post de elle un peu plus ronde. Oui, je l'ai vu hier. À elle, genre maintenant. Et qu'elle disait, les deux me vont. Elle est en mode genre, le premier, j'étais autant heureuse le premier que le deuxième. Le premier, je sortais de ma grossesse, donc j'en ai rien à faire. Là, j'ai perdu du poids parce que j'en ai perdu. Mais elle a bien souligné que c'était les gens les problèmes. Le problème, c'était pas celui de l'autre n'aimait côté. pas l'autre et c'était pas et que vous préfériez celui-là. Et en fait, je trouve que quand on fait des glow up, glow down, là, je trouve qu'on cherche un peu non mais oui c'est l'approbation en fait. L'approbation, merci. L'approbation des autres en disant parce que c'est voilà le corps que j'ai. Dans tous les cas, où que t'en sois, les gens vont parler. Regardez, Adèle a perdu du poids, t'as une équipe qui va dire ah ouais trop cool, sa santé, je sais pas quoi, et t'as une équipe qui va dire ouh mais je trouve qu'elle a un peu trop perdu, est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose derrière? L'équipe c'est soit elle a un peu trop perdu, soit c'est oh là là, elle est plus du tout body positive parce qu'elle a perdu du poids. Et en fait, je trouve que ce genre de c'est-à-dire que body positive, c'est que si t'as du surpoids. Ouais, c'est ça. Et ça, c'est un peu problématique. Body positive, c'est pour tout en soi. En gros, elle a jamais dit ce qui s'était passé. Elle a jamais rien dit. Elle en a pas parlé. Elle en a parlé juste là, il y a la dernière fois chez SNL, je crois. Et vite fait, elle a fait une blague. Mais elle en a jamais parlé. Et tout le monde est là, genre, quel était son régime? C'était la rupture avec son mari. Ça se trouve, la meuf, elle s'est juste dit, bon. Je m'ennuie, je vais faire v'là le sport, t'as vu? Non mais autant ça se trouve... Non mais c'est con, mais autant elle était dans une dépression, d'accord, pas comme ça. Tu sais pas. Autant elle a... Parce que apparemment elle fait du pilates genre maintenant. Et autant elle s'est... Parce que ça l'a aidé dans son mal-être ou autre. Elle a fait du pilates et ça en a résolu... Enfin, ça a résulté au fait que voilà, tu ne sais pas. Autant elle a perdu du poids, c'était même pas son intention, c'était même pas son but. Et elle a l'air heureuse dans les deux côtés. Donc exactement. Parce qu'en tout cas, on l'a jamais entendu se plaindre de son poids, de rien avant. Et aujourd'hui, elle n'en parle pas quand ça a changé, c'est les gens qui en parlent. Alors, next question. Comment retrouver la sensation de faim quand on fait de l'hyperphagie? Ah, bah c'est ce que je t'expliquais tout à l'heure. Voilà. En gros, en ce moment, je suis en train de faire un truc. Mais alors là, par contre, c'est un conseil que je vais pas donner. Parce que je le fais, je suis suivie. En gros, en ce moment, là, c'est pendant 4 jours, je me pose et je mange que quand j'ai faim. Donc, en gros, je me lève le matin, je bois de l'eau, ce que je veux et ça, mais je ne mange pas jusqu'à ce que je sente pas un vrai sentiment de satiété. En fait, typiquement, quand tu fais de l'hyperphagie, retrouver la sensation de faim, c'est juste tout simplement réapprendre à manger normalement. Et là, ça, tu peux le faire qu'avec l'aide de quelqu'un, parce que tu peux pas le faire tout seul. Forcément, quand tu fais de l'hyperphagie, tu peux facilement retomber dans des crises de restriction en disant bah j'attends d'avoir faim quand je mange, et forcément t'as la nature qui va te dire bah j'attends encore. Bah là t'as pas faim, là toujours pas. Non, bah j'attends encore, restricte-toi. Allez, continue. Et en fait, c'est complètement con. Faut vraiment être suivi. Mais en vrai, c'est juste réapprendre à manger. Prendre plus ton temps quand tu mastiques. Ça, c'est genre le truc le plus difficile pour moi, mais prendre plus ton temps quand tu mastiques, prendre plus ton temps quand tu manges. Genre typiquement, et ça, c'est le truc le plus. À la fin, on s'était rendu compte toutes les deux, quand on est ensemble, comme on sait qu'on a des troubles, bah genre on a plus faim hyper vite.
Genre on va être ensemble au restaurant, on va dire allez manger, puis après on finit même pas nos assiettes, on n'arrive pas. Petite salade, c'était bon. Je te jure, on n'arrive pas. Ouais. Mais que quand on est toutes les deux. Ouais. Oh c'est trop chelou. Avec nos mecs, on est des gouffres. Ah ouais, ça s'arrête pas. Mais genre on est avec Manon, on est genre ouais là. Après on fait j'ai plus faim et on arrive à se dire bah j'ai plus faim, c'est bon c'est fini. Le truc de mastiquer, j'avais une. Mais tu sais que ça c'est un truc du trouble alimentaire que tu t'essayes de passer le moins de temps possible à table. Oui, parce que t'es là, t'engouffres. Ouais. Et j'avais une, je vais dire une masseuse, mais c'est une dame, elle fait des drainages lymphatiques, mais je sais pas, je pense on dit des masseurs, mais je sais pas comment. Les gens du drainage lymphatique, dites-moi comment on vous appelle. Comment on vous appelle si vous êtes des spécialistes. Voilà. Et Et elle, en fait, m'avait expliqué que normalement, une bouchée, tu dois la mastiquer entre 25 et 30 fois. mais tu sais qu'il faut la mastiquer. Moi genre la nana m'avait expliqué, elle fait 60 fois. Mais 30 fois ça se fait hein. J'ai essayé juste mais en fait, après. tu t'ennuies. C'est ça le truc. Tu t'ennuies trop. Soit en plus selon le plat, genre t'as des plats, ils s'écraboutent, tu fais non, quoi mais oui. T'es là, tu dis gros, j'ai Pas pour donner un une pigeon, pâtée, quoi, genre enfin. après j'avale, c'est dégueu, mais bien sûr je vais arrêter de manger, j'en veux plus. Mais en vrai, moi c'est genre, en fait faut le manger jusqu'à ce que tu découvres de nouvelles saveurs. Moi il y a une fois, les jours où je me dis vas-y Sarah tu manges doucement, et là je suis en mode genre, mais ce plat je le connais mais j'avais pas découvert cette saveur là. Quand je mastique de l'autre côté, ça change de goût, c'est trop bizarre. Parce que moi je mâche souvent à droite, moi je mâche souvent à gauche. Faut que j'essaye. Genre essaie de mâcher à gauche un jour, genre mâcher des deux côtés. Moi je mâche que d'un côté souvent. Faut que j'essaye. Mâche des deux côtés, tu vas voir ça change. Alors, quelle attitude adopter lorsqu'un proche a les TCA? La compassion. Ayez un cœur. Soyez gentil. Elle enfonçait pas quoi. Non, je bah faut avoir de la compassion. Ouais. Et c'est ce que j'avais dit à la base la dernière fois. Voilà. Demande de poser la question. Se renseigner. Tu te renseignes de ton côté, tu poses la question à la personne. Déjà, un truc hyper important, je crois, genre exactement le même speech que j'avais fait là-bas. Mais typiquement, faut pas chercher à ce que tu soignes. Tu peux pas. Tu pourras pas. Et même si c'est quelqu'un que t'aimes et c'est quelqu'un que t'as envie d'aider, tu ne peux pas soigner ce qu'il a et tu ne pourras jamais. Donc déjà, toutes les infirmières et tout ça, on va se calmer tout de suite. Enfin, les infirmières, le trouble. Vous savez, le syndrome et tout ça. Le syndrome, etc. Hein, les infirmières... je vous aime. Mais le syndrome, ça va 5 minutes. Hein. Par exemple, quand ça va pas bien, je préfère 1000 fois que tu me dises qu'est-ce que je peux faire pour t'aider que ok t'as froid, oh là là, qu'est-ce que je peux faire pour toi. Ça, là, j'ai l'impression que ça t'enfonce encore plus dans ça t'enfonce encore plus. Et en plus, surtout que tu fais pas le truc qui pourrait l'aider. Genre, typiquement, qu'est-ce que je pourrais faire pour t'aider. Tu demandes juste ça. Ok, je peux pas comprendre, je compatis totalement avec toi. Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Et la personne, elle pourra te dire, bah, peut-être que j'aimerais bien marcher ou autre. Et si elle peut pas vous dire un truc qui aide vachement, bah, viens, on va marcher. Qu'est-ce qui a été cool aujourd'hui dans ta journée? Qu'est-ce que t'as bien aimé aujourd'hui? Qu'est-ce qui t'a fait plaisir? Qu'est-ce que t'as aimé dans le plat que t'as mangé tout à l'heure? Enfin, plein de choses comme ça en fait. Genre ça semble bête hein. Mais surtout, demander qu'est-ce que je peux faire pour t'aider. C'est le truc le plus con parce qu'en fait ça changera pas. Enfin, on peut pas vous donner une réponse type parce que moi ce sera différent pour Manon. Et ça peut être différent pour Pierre-Paul Jacques en fait. Donc qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Qu'est-ce que t'aimerais que je peux faire? Comment je peux t'aider là? Comment je peux t'assister? Qu'est-ce que je peux faire? Et peut-être qu'ils vont dire bah rien. Bah tu vas dire bah d'accord, bah là tu peux poser des questions. Voilà. Non mais oui. Bah tu dis bah ok, je suis à côté de toi, si t'as besoin d'aide, je suis là. C'est des trucs pourtant, enfin ça semble hyper bête quand on vous le dit comme ça, mais souvent c'est quand t'es devant le fait accompli, croyez-moi, vous aurez pas obligatoirement la réaction adéquate et faut pas vous en vouloir en tant que proche de personnes qui ont un TCA parce que vous êtes pas concerné, c'est quelque chose vous devez vivre avec aussi hein, parce que la personne elle l'a mais vous devez vivre avec la personne qui l'a. C'est des automatismes qui viendront. Puis merde, on n'est pas tous psy en fait. Hein. Exactement. Il y a des personnes qui sont vraiment là pour aider. Oui. Vous pouvez être juste un soutien. Un soutien et peut-être par exemple, je sais pas si t'as lu un article en disant bah dans ton arrondissement ou dans ta région il y a un groupe de parole, tu peux dire bah écoute j'ai vu qu'il y avait ça, je sais pas si t'es au courant, si ça peut t'aider, enfin voilà je donne le nom, voilà écoute voilà merci au revoir. Enfin c'est un peu mais pas trop présent, enfin c'est comme dans tout en fait. Tu dis que la porte est ouverte en gros, tu le traînes pas dans la pièce. Préciser à dire tu veux pas parler si c'est le cas, hein, tu veux pas parler ok, je suis juste à côté et si t'as envie de me parler je suis là. Et t'auras toujours plus de facilité à parler à quelqu'un comme ça, qui te force à parler parce qu'il faut qu'il t'aide, tu vois. Et bah donc on a fait le tour les gars. Enfin on a fait le tour de vos questions. On a évité hein. Parce qu'il y en avait plein d'autres mais après j'ai essayé de prendre celles qui revenaient le plus parce que je pense que c'est les questions que vous posez principalement, que vous souffriez TCA ou que vous soyez proche d'une personne. On fera peut-être un autre volet ou un live justement avec Claudia du No Diet Club parce que Claudia il y a quelques mois elle a parlé elle aussi de ça. Si vous connaissez pas le No Diet
Diet Club, c'est l'heure Vous ratez. d'ouvrir Instagram et de taper Vous ratez énormément. No Diet Club, voilà. Déjà, le nom... Le nom dit tout. Mais donc vous nous retrouverez très sûrement en live avec elle parce qu'elle voulait en parler, parce que étant donné que elle travaille dans la bouffe, pour elle c'est encore plus difficile à gérer je pense. Comment tu lui fais un coup de pression? De ouf. C'est sur Claudia, vidéo, maintenant tu dois t'es obligé de le faire. Tu m'as envoyé un message il y a 2 jours pour me dire ouais je vais bientôt faire le live, tu dois le faire maintenant mon gars. Mais donc, donc vous nous retrouvez à ce moment là. Et que si la vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un petit pouce bleu et mettre un commentaire et la partager et vous abonner. Et nous rejoindre sur Instagram, nos pseudos seront affichés juste là les gars. Hein, voilà, la magie d'internet. Il y a rien mais il y aura. Il y aura nos noms en Aquitaine. En Aquitaine. Sur les côtes d'Armor. En Aquitaine. Mais c'est les meufs météo. Les éphémérides. Comment? L'éphéméride ou les éphémérides? J'ai jamais su. Vous savez, c'est le truc où elle dit la fête des gens, la température La juste. fête des gens. L'heure de lever, de coucher du soleil. Est-ce qu'on dit les éphémérides ou les éphémérides? Dites dans les commentaires, là, il y en a marre. Ah, peut-être que tu comprends avec les, comme tu dis les. C'est peut-être l'éphéméride, L apostrophe ou les. Je sais pas justement, est-ce que c'est L apostrophe éphéméride? Est-ce que c'est l'effet méride? Est-ce que c'est les éphémérides? L'effet comme un effet de méride. C'est pas. C'est l'effet de méride. Aidez-nous, s'il vous plaît. L'effet de méride. S'il y a une personne qui présente la météo là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait parler français dans cette ville? Qui connaît l'orthographe et la grammaire. Oh là là. Donc sauvez-nous et nous on est bientôt de retour sinon. Voilà, merci beaucoup.